Les rencontres du livre. Le livre sous tous ses aspects avec Yolande Simon et ses invités. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Castelin. Alors Jean-Pierre Castelin est ethnologue, mais ce n'est pas sous cette casquette, si j'ose dire, que nous le recevons aujourd'hui, mais en tant que président des Amis de Jules Durand, et organisateur du colloque qui lui fut consacré. Et nous sommes là aussi donc pour la présentation du livre qui rend compte des actes du colloque aux éditions de l'Harmattan. Et effectivement, bon, pour nous c'est très important. Nous, c'est le co-directeur, John Barman. Ce sont l'université et l'association des Amis de Jules Durand. Il y a 2 ans, nous avons organisé de premières journées d'études sur Jules Durand. Journée d'études nécessaire du fait du paradoxe autour de Jules Durand. Oui. Quelqu'un qui est une figure emblématique, qui est un martyr de la classe ouvrière havraise, et même au-delà du Havre, qui est une figure centrale de la mémoire du Havre, et qui, paradoxalement, est extrêmement méconnu. Alors justement, Jean-Pierre, comme il y a cette méconnaissance, pour les auditeurs de Radio Albatros, je vais peut-être refaire une petite chronologie rapide, et que vous corrigerez si j'ai fait des erreurs. Donc, Jules Durand naît le 6 septembre 1880 et en 1910, il devient le secrétaire du syndicat des ouvriers charbonniers du port du Havre, un tout nouveau syndicat. Le 18 août de cette année-là débute la grève de ces charbonniers. Le 9 septembre, il se produit une rixe entre des charbonniers grévistes, ivres, qui s'en prennent à un jaune, comme on disait, ou un renard, on disait parfois aussi, un certain Louis Donget qui laisse mort sur le pavé du port. Le 11 septembre, on arrête Jules Durand et d'autres du syndicat, les frères Boyer. De septembre à novembre, une instruction, disons-le, bâclée, n'est-ce pas ? Complètement bâclé, parce que c'est le directeur de la Transat, la compagnie générale transatlantique, enfin le directeur de l'agence locale, du CRO, qui convoquait le juge Vernis dans ses propres bureaux et lui présentait les faux témoins. Alors tout cela va conduire le 25 septembre à Rouen, donc à la cour d'assises de Rouen, à la condamnation à mort. 25 novembre. Le 25 novembre, oui, j'ai dit 25 septembre. Oui, 25 novembre, excusez-nous. 25 novembre, à la condamnation à mort, rien de moins que ça, tout de même une chose extraordinaire. La condamnation à mort, donc, de Jules Durand. Alors, on va parler peut-être des autres condamnations. Et donc, immédiatement, une mobilisation fantastique. Une mobilisation énorme, parce que du jour au lendemain, du moment de cette condamnation, l'affaire Donget, jusqu'à présent, c'était un fait divers. Un fait divers crapuleux. Un fait divers crapuleux, une bagarre d'ivrogne, même suivie d'une mort. Dans le contexte de l'époque, c'était 2-3 ans de prison en correctionnel. Donc, jusqu'à l'énoncé du verdict, c'est l'affaire Donget. Et ce verdict absolument invraisemblable, mais point d'aboutissement de la machination contre le syndicat des charbonniers, contre Jules Durand, à cet instant surgit sur l'affaire Durand. Et l'affaire Durand, immédiatement, a une résonance locale, régionale et internationale. Oui, des grèves un peu dans tous les ports du monde. Dans tous les ports du monde, dans tous les ports de France, d'Europe bien entendu, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie. Oui. Alors donc, Jules va tout de même, la condamnation va être évidemment maintenue un certain temps. Il va devenir, on peut le dire, fou de douleur et il va être transféré beaucoup plus tard à l'asile des 4 Mares à Rouen. Et je fais vite là maintenant pour reparler plus longuement avec Jean-Pierre. Et donc le 25 novembre, c'est ça, 1926, il décède.
Oui. 20 février 1926. Ah, 20 février, oui. J'ai pris mes notes un peu rapidement. 20 février, merci Jean-Pierre, 1926, il décède sans jamais avoir recouvré sa santé mentale. Mais il a eu des moments de lucidité, ce que l'on peut savoir par les gens de son comité de soutien qui lui rendaient visite. Oui. Et ce qui est important, c'est que dans ces moments de lucidité, jamais il n'a renié ses convictions. Et dans ce que vous avez dit, Yolande, avec cette chronologie, ça met bien en valeur l'incroyable trajectoire foudroyante. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il reconstitue un syndicat, le syndicat des charbonniers. Il lance une grève. Il apparaît sur la place publique le 20 août par un article dans la presse avraise. C'est la première fois que son nom apparaît publiquement. Et 3 mois après, il est condamné à mort. Donc c'est évident qu'il y a des répercussions tragiques sur la personnalité. Le soir de l'énoncé, au moment de l'énoncé, c'était tellement stupéfiant qu'il a eu une crise. J'emploie le mot crise parce que aucun médecin n'était sur place pour dire. Enfin, si, il y en avait un qui était le président du jury d'assises. Et cette crise, catatonie, épilepsie, quantité de mots ont été employés, évanouissement. Ça lui a valu immédiatement un double régime. Avec cette crise de folie, la camisole de force. Comme condamné à mort, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, la cagoule. Donc une véritable horreur. Une véritable horreur, et il est resté ainsi environ 4 à 6 semaines, selon les sources. Alors, venons-en aux actes de ce colloque et au livre. Ce qu'on peut constater, c'est que cette affaire n'a pas eu, par exemple, le retentissement de l'affaire Dreyfus, et pourtant, on a parlé d'une affaire Dreyfus du prolétariat. Je dirais plutôt, puisque c'est mon souci de retrouver ou d'approcher la vérité de Jules Durand et des charbonniers dans le contexte de l'époque. Dès le soir du 25 novembre, à l'énoncé du verdict, le comité de réaction du journal local de l'Union des syndicats du Havre, le comité de réaction de vérité, a eu cette expression « une nouvelle affaire Dreyfus ». Et une nouvelle affaire Dreyfus, la formule a été déclinée sous quantité de formes, affaire Dreyfus du pauvre, affaire Dreyfus des ouvriers, etc. Jusqu'à une expression que je trouve atroce dans une certaine presse il y a quelques mois, le Dreyfus normand. Oui. C'est-à-dire que là, il y a une dérive qui fait que Jules Durand est évalué en fonction à l'aune d'une autre affaire. Voilà, et ça, c'est la spécificité sociale du combat de Jules Durand est effacée au profit d'une analogie facile. Voilà. Alors, cette méconnaissance un petit peu de l'affaire Durand, d'une certaine façon, relative quand même, parce qu'on va le voir, il y a eu des œuvres littéraires, nombreuses notamment, mais vous a conduit donc à organiser ce colloque. Alors rappelez-nous un petit peu les dates et l'organisation de ce colloque. Bien, ce premier colloque, ou première journée d'études, selon l'expression que nous avions employée, ont eu lieu en novembre, à mi-novembre 2013. Comme c'était un premier colloque, on a réuni les gens qui, à un titre quelconque, même minime, avaient croisé Jules Durand dans leurs recherches, ceci pour les universitaires, les gens qui s'intéressaient à lui, comme les syndicalistes, puisque même si Jules Durand était méconnu sur la place publique, malgré sa réhabilitation officielle en 1918, mais que tout le monde a ignoré, à commencer par lui, puisqu'il était parti dans un autre monde. C'est-à-dire des syndicalistes locaux, en vrai, ont maintenu la mémoire de Durand en se rendant chaque année sur sa tombe. Mais là, c'est une mémoire très, très limitée à un milieu. Heureusement que cette mémoire a été entretenue, mais il était temps urgent pour quelques-uns d'entre nous de l'élargir et d'essayer de comprendre justement
pourquoi ce silence? Pourquoi cette méconnaissance? Il y a une telle disproportion entre, effectivement, la comparaison avec l'affaire Dreyfus. Bon, on ne va pas compter les centaines ou milliers de publications, de colloques, etc. Sur Jules Durand, quasiment rien. Donc, pourquoi cette méconnaissance? Qu'est-ce qu'elle cache? Et au-delà de cette recherche, évidemment, augmenter la connaissance et... Augmenter, l'initier, favoriser des recherches, et les mettre sur la place publique. Ce qui était important dans ces premières journées, et ce que l'on retrouve dans le livre, puisque c'est le principe qui nous a guidés, c'était une approche multidisciplinaire, mais multimilieu, c'est-à-dire des universitaires, mais aussi des syndicalistes, la famille de Jules Durand, des littéraires, et des syndicalistes, je crois, je l'avais dit, et cette volonté d'ouvrir au public. Voilà, qui était présent, évidemment. Le public était très présent, Oui, et c'était notre volonté d'ouverture. Jules Durand appartient à tous, la mémoire appartient à tous. Un colloque qui fut qui fut inauguré par Monsieur le maire du Havre. Le maire a effectivement inauguré, mais... Et puis des instances universitaires. Voilà, si vous voulez, on va parler tout à l'heure un peu plus longuement des diverses interventions. Et nous allons, si vous voulez, faire une petite pause musicale. I'd like to sing you a song that is one of my husband David's favorite songs. Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so... I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill went on to organize, went on to organize. San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you'll find Joe Hill. It's there you'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Castelin, ethnologue,
à l'occasion de la sortie de l'ouvrage concernant le colloque et qui a été consacré à Jules Durand. L'ouvrage, donc, vous nous rappelez le titre, Jean-Pierre. Jules Durand, un crime social et judiciaire. Alors, un mot peut-être sur le choix de cette chanson de John Baez. Cette chanson de John Baez est une chanson sur Joe Hill. Et Joe Hill était un migrant suédois, travailleur itinérant, un de ces migrants aux États-Unis que l'on appelait les hobos, qui parcouraient les États-Unis à la recherche d'emploi. Joe Hill était un compositeur de chansons, très connu dans le milieu syndical nord-américain. Dans ses emplois, il a travaillé comme docker à San Francisco en 1910. Bon, j'aimerais savoir, je ne le sais pas encore, peut-être que je le saurai un jour, est-ce qu'il a manifesté sa solidarité pour Jules Durand? Est-ce qu'il a composé une chanson pour Jules Durand? C'est possible. Et lui aussi a été victime d'une erreur judiciaire, puisque comme il était très connu, lui aussi était quelqu'un à abattre. Oui. Il a été accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et il a été exécuté en 1915. C'est-à-dire, cette année est le centenaire de son exécution. Et alors, donc, cette comparaison fait que Joe Hill, par la voix de John Baez, a sa place. C'est un compagnonnage évident avec Jules Durand. Dommage. Et donc nous parlions alors des historiens d'abord qui sont intervenus dans ce colloque et qu'on retrouve à l'ouverture du livre. Alors John Barzman peut-être? John Barzman, Laurence Montel, Anne Steiner, Jacques de Fortescue. Bon, je cite tous les historiens. C'est-à-dire que l'objectif global de ces historiens a été de resituer l'affaire d'Angers puis l'affaire Durand dans le contexte de l'époque. C'est un contexte les grèves sont extrêmement nombreuses dans toute la France et au Havre, dans un contexte où quelques années auparavant Clémenceau, qui s'était lui-même proclamé premier flic de France, faisait tirer par l'armée sur les grévistes. Donc il faut rappeler ce contexte social extrêmement violent. Extrêmement violent, où les responsables syndicaux se retrouvaient en prison pour le moindre prétexte. Le moindre véti, oui. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que la condamnation à mort est tombée, a eu ce retentissement énorme. Et donc le contexte de l'époque, les historiens se sont bien attachés, donc non pas à parler uniquement de l'affaire Durand, mais également de l'organisation ouvrière, de la vie syndicale à l'époque. Voilà, de la contextualiser sur les revendications syndicales, sur l'organisation du trafic du charbon, puisque la grève des charbonniers, c'est la grève... Le charbon était fondamental dans l'économie portuaire du Havre en pleine expansion au début dans les années 1910. Et le charbon était aussi la première source d'énergie. Le pétrole n'était qu'à ses débuts. Donc l'organisation du commerce du charbon et l'organisation des armateurs était aussi fondamentale, comme était aussi fondamentale l'organisation de la police. Oui. Alors, vous avez un peu travaillé, vous, Jean-Pierre, sur ces dockers. Ces dockers charbonniers, ce sont les plus misérables. Ce sont les plus misérables. Certains les ont qualifiés après coup de légion étrangère du port. Certains syndicalistes de l'époque ont écrit 90% d'ivrognes, 90% d'alcooliques. C'est-à-dire que c'était une population de travailleurs précaires, de vagabonds. Ils étaient très nombreux sans domicile. Ils logeaient même en famille dans les wagons, sous les tentes. Enfin, les tentes dans le vocabulaire portuaire, ce sont les hangars. Et Jules Durand, qui était un peu décalé extérieur à ce milieu, a choisi de devenir charbonnier. Dans le peu de choses que l'on sache de lui, on sait qu'en 1908, il travaillait aux docks et entrepôts et il a été licencié pour activité syndicale. Il était il était trésorier du syndicat des docks et entrepôts. Et on le retrouve en 1910 refondateur
puisque le syndicat était moribond, refondateur du syndicat des charbonniers. C'est-à-dire que lui, avec sa personnalité d'abstinent, de buveur d'eau, il choisit d'être porte-parole, chef, responsable, leader, oui. Et de partager leur sort et leur misère. De la partager jusqu'au bout, puisqu'il ne s'est jamais dédié. En dépit de propositions qui lui ont été faites, parce que sa valeur humaine était reconnue. Quand il a été licencié des docks et entrepôts, les employeurs, certains armateurs, lui ont proposé un emploi de grade-papier, pour dire les choses rapidement. Oui. Et il a refusé. Ce qu'il voulait, c'était être avec les charbonniers. L'aspect un peu mystique du personnage. Mystique, messianique, oui, effectivement. Et c'est une des questions que l'on peut se poser, que l'on se pose sur sa personnalité. Oui. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Mais c'est aussi une des questions qui fait la richesse du personnage. De faire penser au choix plus tard de Simone Veil, qui elle aussi épousera la condition ouvrière jusqu'à en mourir. Absolument. Nous allons, si vous voulez bien, Jean-Pierre, faire une deuxième pause musicale. Bonjour, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Castelin, ethnologue, et qui vient d'être le maître d'œuvre d'un ouvrage consacré au colloque consacré à Jules Durand à l'université. Alors d'abord Jean-Pierre, ce choix de cette chanson, de ce chiffon rouge.
C'est le choix d'une chanson emblématique dans l'histoire locale au Havre, puisque le chiffon rouge a été créé à l'occasion de ces festivités Juin dans la rue, dans les années 70, et chanson qui est devenue une chanson emblématique de travailleurs en lutte. Et ce choix, tout simplement parce que dans la foulée, dans la continuité du colloque, il y a un an, le 25 novembre 2014, le 25 novembre, c'est le jour anniversaire de la condamnation à mort, l'université a inauguré l'amphithéâtre Jules Durand, qui est une première dans l'université française. Et à un moment de cette soirée, les dockers ont entonné le chiffon rouge. Donc, nous étions sur la contribution des historiens. Nous allons peut-être parler maintenant du mécanisme judiciaire, parce que c'est un crime social et judiciaire, cette affaire Durand. Et quelques intervenants, comme Maître Leclerc, qui était président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, si je ne me trompe. Et qui est président d'honneur des Amis de Jules Durand. Et des Amis de Jules Durand. Gilles Manceron, un historien très connu. Marc Edrich, qui est secrétaire, je crois, de l'association des Amis de Jules Durand, et qui est magistrat, se sont attachés un peu à ce mécanisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment a-t-on pu arriver à une chose aussi effarante qu'un jury va sur le fait que Jules Durand a, dans une réunion, dit qu'il fallait supprimer du syndicat les jaunes, va gober ça et condamner à mort? Pour nous, c'est assez effarant aujourd'hui, mais pourtant le mécanisme judiciaire, ça s'est déroulé normalement. Normalement, c'est peut-être rapidement... selon les normes, selon la procédure, je veux dire. Selon la procédure, mais ceci dit, la procédure a été viciée dès le départ. Puisque l'objectif, c'était Jules Durand, responsable syndical, des charbonniers, leader de la grève, il fallait casser la grève des charbonniers, il fallait casser le syndicat des charbonniers, et il fallait supprimer, faire taire Jules Durand, ce syndicaliste à la personnalité, porte-parole, etc. Donc il fallait le supprimer. Il fallait aux yeux de qui alors, de la CGT, aux yeux des armateurs de la CGT, c'est-à-dire la Compagnie Générale Transatlantique. Qui va monter en quelque sorte le piège. Voilà. Donc il fallait le supprimer. Il y a eu cette bagarre qui a été le prétexte. Une bagarre d'ivrogne, des dockers ivres, un jaune, un renard, contremaître ivre. Une bagarre, une provocation, une bagarre. Dongé, le contremaître renard, était armé. Ce qui pose des questions quand même. Voilà. Par qui? Pourquoi avait-il un revolver? Qui lui a donné? Pourquoi faire? Immédiatement, arrestation de ceux qui ont frappé ou supposé, parce que il faut pas oublier le François, qui a été accusé alors qu'il n'y était pour rien. Enfin, on en reparlera éventuellement. Arrestation et prétexte. C'est-à-dire que le lendemain, Dongé meurt, et le lendemain de la mort, le bureau du syndicat, c'est-à-dire les frères Boyer et Jules Durand, sont arrêtés. Et à partir de là, instruction à charge, uniquement à charge. Oui. La Transat convoque dans ses bureaux le juge Vernis et lui fournit les faux témoins. Les faux témoins, puisque après, l'enquête parlementaire, l'instruction, le travail de la Cour de cassation prouvera la machination. Donc, avec un avocat qui s'appelle René Coty. René Coty, qui deviendra célèbre plus tard comme président de la République, effectivement. Mais jeune avocat qui vraisemblablement a été dépassé par l'affaire. Alors, comme toujours, le temps nous presse, Jean-Pierre, et je vais peut-être aborder la dernière partie, parce qu'une des originalités du colloque, c'est d'avoir parlé de l'affaire Jules Durand, qui a eu des retentissements littéraires, bien sûr. Voilà, et des retentissements littéraires très importants. D'abord Boulevard Durand, d'Armand Salacrou, ensuite un livre important
même si nous n'avons pas le temps d'en parler, un nommé Durand, d'Alain Scoff, et Alain Scoff, plus récemment, Les Quais de la colère de Philippe Huette. Mais oui. pour Salacrou, Yolande, vous êtes probablement mieux placé que moi, mais... puisque vous y avez contribué. Oui, je vous remercie, Jean-Pierre, mais je ne pense pas que j'ai trop le temps d'évoquer cet article où j'ai analysé, en effet, pourquoi Boulevard Durand n'était pas une pièce aussi manichéenne que l'avait dit Jean-Louis Barrault ou Jean Villard. Hein. Mais à côté aussi de cet aspect littéraire, il y a eu la contribution d'Annette Audiquet, donc, qui a évoqué un tableau de Dufy qui... Voilà, il y a quelques années, le musée du Havre a acheté un tableau très étonnant de Dufy. Étonnant puisque c'est pas du tout ce que l'on connaît de Raoul Dufy. C'est un tableau, fin de journée au Havre, c'est un tableau qui donne un visage aux charbonniers. C'est-à-dire, comme Durand leur a rendu leur dignité, ce tableau de Dufy leur donne un visage. Les quais, la noirceur des quais, des charbonniers, le charbon, et ce personnage en premier plan qui nous fixe et d'un regard très, très interrogatif. C'est un tableau important puisque c'est la seule image, important tellement il est fascinant de toute façon, et d'un point de vue historique, d'un point de vue documentaire, c'est la seule image de charbonnier. Puisque ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a eu aucune carte postale de la grève des charbonniers, à la différence de quantité de grèves dans d'autres ports, dans d'autres villes. La presse havraise n'a publié quasiment aucune photo. Donc là, il y a une question. Pourquoi cette absence de traces ? Mais et ce qui amplifie l'intérêt de ce tableau de Dufy. Nous avons peut-être le temps, Jean-Pierre, d'évoquer quelques hommages rendus. Donc, vous avez parlé de l'amphi à la faculté. Il y a d'autres initiatives en cours, d'autres lieux. Alors, les autres initiatives, les autres projets auxquels nous travaillons, ce serait la pose d'une plaque à la cour d'appel, enfin, disons la cour d'assises, c'est plus facile à comprendre, où Jules Durand a été condamné à mort à Rouen, et un square à Paris. C'est-à-dire le principe du square a été adopté par la commission de nomination. Maintenant, il faut franchir les différentes étapes. Pour qui voudrait anticiper, ce sera rue Léonidas à Paris. Alors, maintenant, parlons du livre en quelques instants. Donc, c'est un beau livre, avec des illustrations en couleur, en offset couleur, et avec tout, un peu, évidemment, tous les articles que nous avons trop brièvement évoqués. Un livre soigné, avec une superbe couverture qui représente Jules Durand, avec aussi le témoignage, on a oublié de le dire, de la petite fille de Jules Durand, qui, de façon émouvante, achève l'ouvrage. Alors, un livre qu'on trouve partout, Jean-Pierre. Selon la formule consacrée, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui. Si on ne le trouve pas, il faut le demander, il faut le commander. Mais il faut souhaiter... Enfin bon, ce livre, on l'a présenté en avant-première à l'université, toujours le 25 novembre. Oui. Il y a eu un grand succès. Le public est là. Donc, il faut... Oui. Vous disiez, je reviens légèrement en arrière, la qualité du livre. Pour moi, c'était important de faire un livre à la hauteur de Jules Durand. Voilà. Et les illustrations, en fait, c'est la totalité des illustrations concernant Jules Durand. Oui. Je peux dire, peut-être pour terminer cette trop brève rencontre, la part que vous, Jean-Pierre, vous avez fait, le travail considérable que vous avez réalisé, le temps, l'angoisse peut-être, les auteurs à réunir. Pour le faire quelquefois, c'est jamais si facile. Donc je voudrais quand même terminer cette émission aussi par un hommage à votre travail et aussi par l'incitation à adhérer à l'association des Amis de Jules Durand. Merci. C'était les rencontres du livre, le livre sous tous ses aspects, avec Yolande Simon et ses invités.